Bonjour à tous, 9e vidéo consacrée à l'évolution et à destination des troisièmes. Dans les dernières vidéos, nous avons découvert que des innovations génétiques engendrent des innovations évolutives et avons vu comment ces innovations génétiques sont transmises de génération en génération lors de la reproduction. Dans cette vidéo, nous allons enfin comprendre, à travers l'exemple des éléphants, comment de nouvelles espèces peuvent apparaître. Vers des éléphants sans défense. C'est bien ce qu'il semble se passer chez les jeunes générations d'éléphants africains. De plus en plus ne développent pas les défenses qui font la réputation du pachyderme. Pourtant, il y a des années, cela n'était pas le cas. Tous les éléphants avaient des défenses. C'est une mutation génétique du gène responsable de la croissance des défenses sur le chromosome X qui est à l'origine de cette innovation. Les défenses sont pourtant essentielles. Elephants use their tusks to strip bark off trees and dig holes for water and minerals. Males use them in contests against other males to win over females. Elephants use their tusks all the time. Alors, comment expliquer que de plus en plus d'éléphants naissent sans défense? Eh bien, le problème, il vient de là. Explication. Les éléphants ne sont pas les seuls animaux à avoir des défenses. Il y a aussi les hippopotames, les morses, le narwal, surnommé la licorne des mers, ou encore les sangliers. Ici, c'est le crâne d'un sanglier dont on peut observer la denture. On y voit les incisives, les canines, les molaires et les prémolaires. Et on remarque que les défenses du sanglier correspondent aux canines. Les défenses sont donc des dents. Il en est de même pour les éléphants, sauf que eux n'ont pas de canines, ils n'ont pas non plus de prémolaires. Ils ont simplement des molaires et des incisives en avant, et donc pour eux, les défenses, eh bien il s'agit d'incisives. Tusks are a pair of elongated teeth, the incisors, that continue to grow throughout an elephant's lifetime. Les dents telles qu'on peut les voir ne sont en fait qu'une partie des dents qu'on appelle la couronne. Elle se prolonge en profondeur par une partie non visible appelée la racine. Elle s'insère dans l'os, dans la mâchoire, dans des cavités qui s'appellent des alvéoles. La racine présente une couleur bien différente de la couronne. Les deux parties de la dent ne sont donc pas recouvertes par la même substance. Elle est de couleur blanche pour la couronne, c'est ce que l'on appelle l'émail, et elle est de couleur beige pour la racine, et la substance en question, c'est le sément. Pour se fixer les idées, rien de mieux qu'un schéma, avec donc ici la couronne recouverte d'émail, là la racine recouverte de sément, et entre les deux, en transition, c'est le collet. Alors, en couple, la dent apparaît creuse. Le creux de la dent est rempli d'une masse molle, la pulpe, dans laquelle se trouvent des vaisseaux qui transportent le sang, qui parviennent jusque-là par un orifice au bas de la racine. En blanc ici, c'est l'émail. Il se prolonge par le sément qui est représenté en bleu. Ce ne sont, vous voyez, que des couches superficielles de la dent. Sous l'émail et le sément se trouve en effet une autre couche minérale qui constitue l'essentiel de la dent. Elle est représentée ici en orange et c'est l'ivoire. L'ivoire est une substance dure, blanche, opaque, qui est la matière principale des dents et donc des défenses des éléphants, dont la particularité en comparaison de la plupart des dents des autres mammifères est de ne pas posséder d'émail. Donc là, les défenses que vous voyez de l'éléphant, eh bien ça correspond directement à l'ivoire de la dent. Depuis la préhistoire, l'homme taille et sculpte l'ivoire, et pour arriver à cela, tue les éléphants pour leur arracher leurs défenses, et ce depuis des siècles, comme le prouve cette gravure de 1680. Reprenons dans le temps. Dans la population de départ, les éléphants avaient des défenses. Puis, une mutation du gène responsable de la croissance des défenses s'est produite et un éléphant sans défense est apparu. Sans défense, il n'est pas avantagé, et donc les éléphants sans défense demeurent minoritaires. Cela signifie que les éléphants continuent de se reproduire, mais que le nombre d'éléphants avec défense demeure plus important que le nombre d'éléphants sans défense. Mais avec la venue de l'homme, ne pas avoir de défense devient un avantage, car il ne se fait pas tuer, au contraire des éléphants avec défense. Les mutants survivent ainsi mieux, se reproduisent et transmettent ainsi leur caractère mutant avantageux, c'est-à-dire l'allèle muté. Une sélection est donc faite par l'environnement.
C'est Darwin, moqué pour sa théorie à l'époque, qui le premier comprend ce phénomène qu'il baptise la sélection naturelle. Dans un milieu donné, les ressources ne sont pas suffisantes pour permettre la reproduction de tous les individus. Il y a une concurrence entre les êtres vivants. Les individus qui possèdent certaines caractéristiques génétiques, par exemple certains allèles, peuvent être avantagés. Leur survie étant meilleure, ils auront plus de descendants que les autres. La fréquence des caractéristiques génétiques avantageuses augmente ainsi au cours du temps dans la population, sous l'effet conjugué de la compétition et de la pression du milieu. Mais attention, cette sélection des plus aptes est circonstanciée, associée à un milieu donné et à des conditions particulières. Cela signifie que le plus apte à un instant et un endroit donné ne l'est pas forcément à l'instant et à l'endroit suivant. Par exemple, pour les éléphants, avoir des défenses est un avantage en l'absence de braconniers, mais en leur présence, cela devient un des avantages. Donc tout est relatif. During the Civil War in Mozambique, large tusked elephants in Gorongosa were killed for their ivory, which was sold to buy arms and ammunition. More of the tuskless female elephants survived. In this day and age, now, with all the poaching that's going on, actually, the tuskless elephants are at an advantage because they are not being targeted for their tusks. The insatiable demand for ivory is driving complex changes in elephant populations. Not only are elephant numbers decreasing across the African continent due to habitat loss and poaching, but elephant traits are also changing as a result of this ongoing threat. Suite à l'extinction massive des éléphants, des parcs furent construits pour surveiller les derniers éléphants et les protéger des braconniers. En Afrique du Sud, le parc Ado ouvre ainsi ses portes en 1931. En 1989, c'est au tour du parc Langwa en Zambie. Voyons les effets de la création de ces parcs en commençant par le parc Langwa. Il s'agit de lire un graphique pour en tirer des informations puis des conclusions. Nous allons donc faire de la méthodologie. On commence par la présentation. Je présente le document. Il s'agit ici, ce document, il s'agit d'un graphique. En ordonnée figure le nombre d'éléphants, tandis qu'en abscisse figurent les années. Ce graphique représente donc l'évolution du nombre d'éléphants en fonction du temps en années. Observation, j'utilise mes yeux, je décris le document, j'en saisis des informations. En 1969, la quantité d'éléphants était d'environ 35 000. En 1989, elle est de 2500. Donc, entre 1969 et 1989, la quantité d'éléphants a diminué. Et elle a diminué de presque 10 fois. Puis, en 1993, elle est d'environ 6000 éléphants. Donc, ça a réaugmenté. Donc, entre 1969 et 1989, le nombre d'éléphants a presque diminué de 10 fois. Depuis cette date, le nombre d'éléphants a réaugmenté, passant de presque 2500 à 6000. Je donne des valeurs chiffrées dans mes observations. Déduction. J'analyse, je mets en relation les informations. Je sais que 1989 correspond à l'année d'ouverture, à la date d'ouverture du parc. Donc, entre 1969 et 1989, les éléphants n'étaient pas protégés. Et donc, la diminution importante du nombre d'éléphants s'explique par le fait qu'il y avait du braconnage. Donc, les éléphants se faisaient chasser et donc forcément, diminution du nombre d'éléphants. À partir de 1989, le parc ouvre, donc les éléphants sont protégés et donc l'augmentation du nombre d'éléphants est liée à la fin du braconnage et donc à la protection des éléphants. Donc, 1989 est l'année d'ouverture du parc Langwa et la diminution du nombre d'éléphants avant cette date s'explique par le braconnage et son augmentation après par la fin du braconnage. Conclusion, je récapitule et réponds à la question de départ. Depuis la création du parc Langwa en Zambie, les éléphants sont protégés des braconniers, ils se reproduisent et leur nombre augmente. Passons à l'autre graphique concernant les éléphants en Zambie. Présentation. Ce document, c'est un graphique. En ordonnée figure la quantité d'éléphants femelles sans défense en pourcentage et en abscisse les années.
Ce graphique représente donc le pourcentage d'éléphants femelles sans défense en fonction des années, c'est-à-dire en fait la proportion de femelles sans défense par rapport à l'effectif total de femelles. Observation. En 1969, il y avait 10% des femelles qui n'avaient pas de défense. En 1989, presque 40% des éléphants femelles n'avaient pas de défense. Donc cette quantité a augmenté. En 1993, elle est d'environ 30%, donc elle a diminué. Donc, entre 1969 et 1989, le nombre d'éléphants femelles sans défense a augmenté, passant de 10 à 40%. Depuis cette date, le nombre a rediminué de 10%. Déduction. Je sais qu'en 1989, c'est l'année qui voit l'ouverture du parc. Donc, l'augmentation du nombre d'éléphants sans défense avant cette date, donc entre 1969 et 1989, s'explique par le braconnage. Les femelles avec défense sont tuées. Celles qui sont tuées, évidemment, ne se reproduisent pas, tandis que celles qui ne sont pas tuées, ce sont les éléphants femelles sans défense. Elles se reproduisent et donc transmettent ce caractère à leurs descendants. Après 1989, le parc est créé, les éléphants sont protégés, le pourcentage diminue, ce qui est logique, il n'y a plus de braconnage et donc le fait d'avoir des défenses est à nouveau un avantage en l'absence de braconnage. Donc, 1989 est l'année d'ouverture du parc Luangwa. L'augmentation du pourcentage avant cette date s'explique par le braconnage et sa diminution après par la fin du braconnage. Conclusion. Depuis la création du parc Luangwa en Zambie, les éléphants avec défense redeviennent majoritaires, n'étant plus victimes des braconniers meurtriers. Passons maintenant au parc ado. Allez, premier graphique. Présentation. Ce graphique représente l'évolution du nombre d'éléphants en fonction du temps en année. Observation. En 1900, il n'y avait pas loin de 140 éléphants en Afrique du Sud. En 1937, il n'en reste qu'une dizaine et en 2007, il y en a maintenant 400. Donc, il y a d'abord une diminution du nombre d'éléphants suivie d'une augmentation du nombre d'éléphants. Donc, entre 1900 et 1931, le nombre d'éléphants a presque diminué de 10 fois. Depuis cette date, le nombre d'éléphants a réaugmenté. Il y en avait 400 en 2007. Déduction. Je sais que 1931 correspond à l'année d'ouverture du parc ado. Donc, la diminution du nombre d'éléphants entre 1900 et 1931 s'explique par le braconnage. Et après 1931, c'est-à-dire au moment d'ouverture, après l'ouverture du parc, la population d'éléphants augmente car les éléphants sont protégés et donc il n'y a plus de braconnage. Donc, 1931 est l'année d'ouverture du parc ado. La diminution du nombre d'éléphants avant cette date s'explique par le braconnage et son augmentation après par la fin du braconnage. Conclusion. Depuis la création du parc ado en Afrique du Sud, les éléphants sont protégés des braconniers, ils se reproduisent et leur nombre s'est décuplé. Deuxième graphique, c'est parti. Présentation. Ce graphique représente le pourcentage d'éléphants femelles sans défense en fonction des années, c'est-à-dire la proportion de femelles sans défense par rapport à l'effectif total de femelles. Observation. En 1900, le pourcentage de femelles sans défense dans la population était d'environ 15%. En 1931, il est de 50% et en 2007, il est de 90%. Donc on a une augmentation du nombre d'éléphants femelles sans défense depuis le début, c'est-à-dire depuis 1900. Donc depuis 1900 jusqu'en 2007, le nombre d'éléphants femelles sans défense n'a cessé d'augmenter, passant de 15% à 90%. Déduction. Je sais que 1931 correspond à l'année d'ouverture du parc. L'augmentation du nombre d'éléphants sans défense entre 1900 et 1931 s'explique donc par le braconnage, les femelles avec défense étant tuées, mais pas celles sans défense, car sans intérêt pour les braconniers. Par contre, après 1931, la fréquence augmente encore, et ça, c'est illogique, puisque l'absence de défense dans de telles conditions est un désavantage. Donc, 1931 est l'année d'ouverture du parc ado en Afrique du Sud. Le braconnage explique l'augmentation du pourcentage avant cette date, mais pas après. Conclusion.
Depuis la création du parc, les éléphants sans défense demeurent majoritaires. Pourtant, les éléphants munis de défense peuvent se nourrir et se défendre plus facilement. Se pose donc un problème. Comment expliquer que de plus en plus d'éléphants naissent sans défense au parc Ado alors qu'ils sont maintenant protégés du braconnage? Reprenons les graphiques. Le premier parc à ouvrir est le parc Ado en Afrique du Sud en 1931. Il ne restait alors que 11 éléphants lorsque le parc Ado fut ouvert. Le parc Luangwa en Zambie ouvre plus tard en 1989. Il restait encore 2500 lorsque ce parc fut créé. L'effectif de départ n'est donc pas du tout le même. Sur les 11 éléphants rescapés en Afrique du Sud, il y avait 3 mâles et 8 femelles. 50% des femelles étaient alors sans défense, donc sur les 8 femelles, 4 avaient des défenses et 4 non. Allez, on va se représenter ça. Ça nous fait donc pour les femelles, 4 femelles avec des défenses et 4 sans les défenses. Et pour les mâles, eh bien, ça, avait-il des défenses ou pas? On n'en sait rien, mais ils étaient 3, ça c'est sûr. Donc on va les mettre de dos, étant donné qu'on ne sait pas s'ils avaient ou pas des défenses. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient 3. On sait aussi que la croissance des défenses dépend du gène situé sur le chromosome X, dont il existe 2 allèles. L'allèle grand D qui dirige la croissance et qui est dominant, et l'allèle petit d qui inhibe la croissance, c'est-à-dire qui empêche la croissance des défenses, et qui est récessif. Donc, puisque l'allèle petit d qui inhibe la croissance est récessif, eh bien les femelles sans défense ont ainsi forcément l'allèle petit d en 2 exemplaires. Elles ont donc pour génotype petit d, petit d. Les femelles avec défense ont quant à elles l'allèle grand D en 2 exemplaires ou bien en association avec l'allèle petit d. Elles ont donc pour génotype grand D ou grand D petit d. Quant aux mâles, eh bien, on ne sait pas s'ils ont des défenses ou s'ils en ont pas, mais en tout cas, ils n'ont qu'un seul chromosome X, et ce chromosome porte soit l'allèle grand D, soit l'allèle petit d. Ils n'ont donc qu'un seul allèle sur les deux, et ont donc pour génotype soit grand D, soit petit d. Toujours est-il que l'allèle petit d était surreprésenté. Il a suffi que les femelles éléphants porteuses de cet allèle se soient plus reproduites que les autres lors des premières générations issues de ce groupe pour que la proportion de l'allèle petit d ait augmenté très rapidement dans la population. Ce phénomène de dérive génétique explique ainsi la forte proportion d'éléphants sans défense à ado. Tusklessness, just like having tusks, is a natural trait, and it's inherited. Like bigger ears or smaller ears or green eyes or blue eyes, it's an inherited characteristic. Tous les individus d'une population ne se reproduisent pas, ou du moins ne donnent pas le même nombre de descendants, et ce de façon aléatoire. Ainsi, au fil des générations, des caractéristiques génétiques peuvent être transmises dans une population ou au contraire se perdre sous le simple fait du hasard. On dit qu'elles dérivent et on parle de dérive génétique. La dérive génétique est d'autant plus importante que le groupe est initialement formé de peu d'individus. Donc, dans le cas de notre exemple, eh bien, les éléphants à ado ont évolué plus rapidement que les éléphants en Zambie. Finalement, sous l'effet de la concurrence entre les êtres vivants et de la pression du milieu, et sous l'effet du hasard, c'est-à-dire sous l'effet de la dérive et de la sélection, eh bien, la diversité des populations change au cours des générations. Si 2 populations se retrouvent isolées, séparées, au fur et à mesure des nouvelles générations, les individus vont évoluer vers des caractéristiques génétiques de plus en plus différentes, jusqu'à perdre l'interfécondité avec les autres populations. 2 nouvelles espèces seront apparues, issues d'une même espèce ancestrale. C'est ainsi que sont apparues les 2 espèces d'éléphants d'Afrique, l'éléphant de forêt d'Afrique, l'Oxodonta cyclotis, et l'éléphant de savane d'Afrique, l'Oxodonta africana. Physiquement, quelques différences permettent de les distinguer. L'éléphant de savane est plus grand que l'éléphant de forêt. Le premier atteint au moins 3,50 m au garrot pour les mâles, alors que l'éléphant de forêt lui mesure environ 2,50 m. L'autre différence, c'est le poids, et là encore, c'est l'éléphant de savane qui remporte le match. Il pèse environ 7 tonnes contre 3 à 3,5 tonnes pour l'éléphant de forêt. Comme leur nom l'indique, ces 2 espèces d'éléphants d'Afrique ne vivent pas dans le même environnement. Voici les aires de répartition des 2 espèces d'éléphants. L'aire de répartition, que l'on appelle aussi l'aire de distribution ou simplement la distribution, c'est la zone qui délimite l'endroit où se trouvent tous les individus d'une population. Sur la carte, on peut repérer que l'éléphant de forêt se trouve au centre de l'Afrique, dans les forêts, tandis que l'éléphant de savane est plus éloigné, vit dans les savanes et parfois même dans les déserts, comme le désert de Namibie et le désert du Mali. Cela coïncide avec la distribution de la végétation en Afrique. L'éléphant de forêt d'Afrique et l'éléphant de savane d'Afrique sont issus d'une même espèce ancestrale, l'éléphant d'Afrique.
Deux populations d'éléphants d'Afrique se sont retrouvées isolées, séparées, l'une vivant en forêt et l'autre en savane. Au fur et à mesure des nouvelles générations, les individus ont évolué vers des caractéristiques génétiques de plus en plus différentes, jusqu'à perdre l'interfécondité avec les autres populations. C'est ce que l'on appelle le phénomène de spéciation. C'est le processus par lequel de nouvelles espèces se forment à partir d'ancêtres communs. Deux espèces, A et B pour généraliser, qui sont proches génétiquement, descendent d'un ancêtre en commun, d'une espèce ancestrale. Les espèces A et B ne peuvent pas se reproduire ensemble ou difficilement. Un isolement reproducteur a eu lieu au cours du temps qui est lié à un isolement génétique, à cause des mutations différentes dans les populations isolées d'une part, et de la sélection naturelle et de la dérive génétique d'autre part. Finalement, l'évolution est la transformation des populations qui résulte des différences de survie et du nombre de descendants. Des individus initialement interféconds peuvent se retrouver isolés. Les échanges génétiques entre ces populations, liés à la reproduction, cessent ou sont réduites. De ce fait, les populations évoluent différemment sous l'effet du hasard, de la dérive génétique et de la pression du milieu, c'est-à-dire de la sélection naturelle. Elles accumulent des différences génétiques. Cette accumulation de différences génétiques peut conduire à un isolement reproducteur. La reproduction est alors impossible. Les populations sont alors isolées génétiquement et font maintenant partie d'espèces distinctes. L'isolement géographique peut être la cause de l'isolement génétique et donc de la spéciation. Dans ce cas, on parle de spéciation allopatrique, dans des patries différentes. Allo, ça veut dire différent, patrique, patrie, donc dans des lieux différents. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Parfois, la spéciation se fait en un seul et même lieu. C'est un isolement écologique qui est la cause de l'isolement génétique, et donc de la spéciation. Dans ce cas-là, on parle alors de spéciation sympatrique, sym pour dire même, donc sympatrique, dans une même patrie, dans un même lieu.